Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, la Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita d'Ayanch. Cita d'Ayanch. Racine de Ciel. Cita d'Ayanch. C'était des gens de lettres de 2014 à 2019 et vous êtes déjà l'autrice de nombreux ouvrages, dès 2002 avec les Mémoires d'un arbre et plus récemment en 2014, Feu pour le feu, qui a reçu d'ailleurs le prix littérature Monde français. Et plus récemment, votre dernier roman s'intitule Tes ombres sur les talons. Il a été publié chez Grasset l'an dernier. Et vous mettez en scène Mélissa, une jeune fille qui devient une jeune femme assez rapidement, d'origine modeste, qui en proie à un certain décrochage, non pas tant scolaire que universitaire plus précisément, et ensuite social, plutôt. Oui, voilà, c'est un décrochage professionnel plutôt que scolaire. Oui. Et qui va être sensible aux sirènes d'un envoûtement sectaire dans une perspective de quête de soi. Et nous recevons également Jean-Marc Graziani. Bonjour. Le micro. On va y arriver. Toujours des ombres, cette fois-ci chez vous. Donc, vous publiez votre premier roman, De nos ombres, aux éditions Joël Losfeld. Votre premier roman donc en 2020 que vous publiez, et après avoir mené des études d'histoire ancienne, vous êtes tourné vers une voie familiale, celle de votre père, celle de sapeur-pompier. Et dans cet ouvrage, vous mettez en scène le personnage de Joseph. Nous sommes en 54. Il a 12 ans et il va s'échiner, s'employer à déceler, découvrir les différents secrets et non-dits surtout au sein de sa famille, et secondé par son arrière-grand-mère Mamo, mais également secondé par une forme de don qui semble progressivement l'habiter et parfois le perdre. Alors, ma première question s'adresse bien évidemment à vous deux. Concernant vos ouvrages, vous mettez en scène, vous mettez en valeur deux héros très jeunes. Il y a Mélissa, qu'on suit du bac jusqu'à ses 27-28 ans, ensuite, et également Joseph, qui a 12 ans dans la fiction. Et ce n'est pas anodin de mobiliser cette tranche d'âge pour choisir son héros. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de justement prendre et d'écrire à la place de quelqu'un qui est d'une tranche d'âge plutôt très jeune? Quel a été le moteur, surtout peut-être d'abord pour un premier roman pour Jean-Marc Graziani? Alors, pour le choix de l'âge de Joseph, bon, ça découlait avec du reste de l'histoire, mais c'est vraiment le passage à l'adolescence bientôt, la première rupture, la première émancipation, la sortie du giron familial et du giron maternel, surtout pour le développement de cette histoire-là. Et comme le héros découvre au tout début du roman qu'il a un don très très particulier, c'est vraiment l'âge idéal pour ça. Parce que par rapport à ce don, il y a une considération du monde qui était là, qui était ancrée. Il y avait un cocon familial et le don vient de tout exploser. Donc c'est en parallèle à ça, c'est le don qui est traité aussi comme ce don-là, en tout cas le don de l'enfant, comme une évolution qui vient tout briser et qui va l'amener à aller beaucoup plus loin encore qu'il ne pourrait le faire avec une transition normale, beaucoup plus loin. Et en parlant Tes ombres sur les talons, c'est vraiment un roman qui questionne la place et l'importance de la rencontre et de l'autre en fait pour se trouver, pour construire son chemin. Et du coup, cette question, elle se pose essentiellement au début de l'âge adulte, quand on sort un peu, enfin, surtout quand on a suivi comme Mélissa des rails et qu'à un moment donné, il faut en quelque sorte concrétiser ça et entrer
de plein pied dans la vie active, dans la société. Et donc cet âge est particulièrement sensible et intéressant pour le personnage et le sujet du roman. Et ces jeunes gens sont en quête d'eux-mêmes, en tout cas, même s'ils n'ont pas les mêmes âges et pas les mêmes parcours. Malgré tout, ils se retrouvent en rupture avec leur milieu d'origine et ils vont véritablement opérer une rupture affective, sociale plus pour Mélissa, affective et familiale davantage pour Joseph, dans la mesure où ils ont voulu rompre avec la situation existante qui existait, les non-dits du côté de Joseph et de nos ombres, et ce sentiment de déclassement et finalement de ne pas avoir reçu la promesse pour Mélissa d'un ascenseur social profitable, dans la mesure où elle a suivi les classes préparatoires alors que c'est très difficile pour elle dans la mesure où elle est issue d'un milieu modeste, et elle pensait avoir l'emploi qu'elle pouvait occuper proportionnellement à ses diplômes, mais elle ne les a pas vus. Donc il y a deux formes de situations existantes qui n'ont pas été satisfaisantes, et c'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné une rupture et une manière justement d'y couper, peut-être parfois un peu de manière abrupte dans les deux cas, mais il y a aussi l'idée de rompre avec un mal-être. Oui, en fait, il y a une rupture qui est la conséquence de la première rupture. Et effectivement, Mélissa, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question de son chemin. C'est quelqu'un de très discipliné, d'assez moyen, même si elle fait des études brillantes. Elle fait des études brillantes parce qu'elle est appliquée, parce qu'elle ne sort pas des rails. Du coup, à aucun moment, elle ne se pose et se demande ce qu'elle fera de ce qu'elle apprend, de ce parcours. Et elle est rattrapée à un moment donné par une difficulté à trouver sa place. C'est effectivement une transfuge de classe, et donc elle se sent même physiquement embarrassée d'elle-même. Elle se rend compte en arrivant à Paris qu'elle n'a pas les codes, que même si les autres ne lui renvoient pas forcément ça, elle a profondément ce sentiment de ne pas appartenir au milieu dans lequel elle se retrouve plongée. Donc il y a une première rupture qui s'opère. Et du coup, ça a une sorte d'effet de domino par rapport à son milieu d'origine, puisqu'elle y revient un peu par la force des choses, par défaut, et elle voit, enfin, lui saute au visage tout ce qui, finalement, tout ce qu'elle voyait avec beaucoup de complaisance et d'indulgence lui paraît presque insupportable. Et il faudra encore qu'elle fasse tout un chemin pour se réconcilier avec ça. Et c'est le cas d'une conversion différente de Joseph qui justement veut aller au-delà des non-dits entretenus notamment par sa mère. Oui, mais pour Joseph, c'est pas une volonté du tout. Pour Joseph, c'est une malédiction. C'est quelque chose qui s'impose à lui. Joseph aurait bien voulu rester cet enfant qu'il était encore. Parce qu'on est vraiment à cheval entre l'enfance et l'adolescence. C'est quelque chose, quand le don survient, c'est un des thèmes du roman, c'est quand le don survient dans une famille. Je ne sais plus qui avait écrit que quand dans une famille un enfant se révélait être un écrivain, c'était une malédiction pour la famille. Et là, c'est un peu la même chose. Là, vous avez ce don qui survient, et comme on a discuté l'autre jour, je n'étais pas là, on vit le même instant, mais pas vraiment en fait. Selon notre éducation, notre sensibilité, notre place sur les fauteuils, on ne vit pas du tout le même instant. Et cette différence-là, ce delta, est amplifié quand un de nous a un don particulier. Parce que c'est par le truchement de ce don qu'il va considérer le monde. Surtout quand le don est très puissant et très anormal. Ce don va avoir tendance, au-delà d'être une bénédiction, à vous couper du monde. Et c'est voir comment cet enfant va s'approprier ce don pour essayer de rester ou pas dans le giron des hommes, et voir comment les hommes eux-mêmes l'accueillent. C'est-à-dire que l'enfant, au tout début, quand il reçoit ça, pense être fou, et aussi, il a peur de la réaction, il a peur de devenir un phénomène de foire. Et c'est de ça que Mamo, l'arrière-grand-mère de l'enfant, le protège tout au long du roman. On pense que c'est de ça. Mais il y a, au fur et à mesure, c'est pas une quête de soi, c'est plutôt, ensuite, c'est une quête de vérité. Puisqu'au fur et à mesure du roman, par les réactions de Mamo, entre autres, qu'il découvre par rapport à ce don et aux réactions en chaîne que ça provoque,
Mamo va tout faire pour... on va découvrir que Mamo elle-même a un secret. Et donc Joseph, qui est plus sensible que les autres, va petit à petit suivre la piste qui mène à ce secret. Parce que le secret, c'est la clé de voûte de tout le roman. Et il le perçoit au fur et à mesure. Mais au début, c'est une malédiction, son nom. Et donc cette malédiction, ce don qu'il habite, justement, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, vos jeunes héros sont habités par justement une forme de chape de plomb qui justement essaie vraiment de structurer leur trajectoire. En fait, ce qui me frappe, c'est très fort, non ? En écoutant Jean-Marc, c'est que c'est presque le reflet inversé. C'est-à-dire que Mélissa, c'est l'inverse. Elle n'a pas conscience ou n'a pas, en tout cas, de don particulier. Et ce qui pourrait être un handicap, ce qui va l'être à un moment de sa vie, finalement se transforme en une chance parce qu'elle a tout à inventer. C'est ce qui fait peut-être qu'elle va trouver son chemin et être mise en mouvement. C'est qu'il faut bien remplir cet espace en fait en elle qu'à un moment donné elle remplit de façon complètement négative, dans une sorte d'égarement qui aura des conséquences très graves. Mais c'est vraiment la situation complètement opposée, qui revient peut-être au même dans les conséquences. In fine, et ce qui est intéressant, c'est vos processus d'écriture pour justement relater la trajectoire des deux héros, c'est l'usage de la polyphonie. Vous utilisez plusieurs voix, l'un comme l'autre, alors de manière assez différente, puisque vous utilisez notamment le point de vue, par exemple, de la défunte sœur, Jackie, pendant un long passage, et vous-même, vous jonglez sur un narrateur extérieur, et parfois c'est Mélissa elle-même à qui vous donnez la parole, et parfois même vous l'interpellez par un tu assez éloquent. En fait, le tu intervient au moment où sa conscience commence à être très très présente. Au début, en fait, c'est le je, si mes souvenirs sont bons, je l'ai quand même écrit il y a quelques années maintenant, qui permet de faire connaissance avec le personnage. Ensuite, on passe à effectivement une narration à la troisième personne qui permet de prendre un peu de distance et d'être plus dans une observation au moment justement où elle va s'égarer et faire des choix qui auront des conséquences dramatiques. Et petit à petit, la conscience, par ce tu qui est effectivement la hante même, l'interpelle au départ et ensuite est comme une sorte d'invasion de sa conscience, enfin de sa réflexion plutôt, prend de plus en plus de place et s'entremêle aux autres formes de narration. Mais ça incarne à chaque fois une position différente et un degré différent de réflexion et de prise de conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit devenir, du chemin qu'elle doit prendre. Alors moi, bien sûr, la polyphonie représente donc les points de vue des différents personnages, mais au-delà de ça, puisqu'on est dans le thème de la rupture, il y avait vraiment l'idée d'une rupture par rapport à la narration linéaire. Il y a des considérations de temps, de temporalité qui sont complètement différentes dans le roman. J'ai voulu que chaque personnage, pas chaque personnage, mais à des moments particuliers, représente une vision du temps court, une vision du temps long, que ce soit vraiment marqué. Une rupture aussi, puisque la principale rupture, c'est à la fois la naissance et la mort aussi. Donc rompre avec ça en faisant justement intervenir le point de vue de la sœur, Jackie, qui elle-même a un don, et le don est complètement différent. Le don de Jackie est complètement différent de celui de Joseph. Et donc on va voir que pour les mêmes situations, selon le point de vue du narrateur, la manière de parler et la manière de raconter l'histoire, et comme je disais tout à l'heure, la manière simple de considérer le monde est complètement différente. Mais c'est le point de vue un peu du départ du livre, puisque vous avez aussi un des narrateurs qui est l'auteur lui-même, donc c'est moi qui parle. Et donc je me mêle à mes personnages dans des passages en italique, et dès le début, dès le premier chapitre, j'avoue mon impuissance future à être compris. Alors c'est bête hein, pour les lecteurs, hein, c'est dommage, mais c'est-à-dire que je prends l'exemple
dans le premier passage, dans l'Incipit, commence par 50 mots pour décrire l'état de la neige. J'irai vers ces contrées polaires, je mettrai mes mains dans leurs gants, mes pieds dans leurs bottes, qu'on ne vivrait pas dans le même univers en fait. Je parle par exemple des Esquimaux qui ont 50 mots différents pour décrire l'état de la neige. Quand nous on en a peut-être 3, gelée, bleue, craquante, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Eux ils ont 50 mots. Donc quand vous arrivez sur la banquise, on ne voit pas la même chose. Donc on ne vit pas la même chose. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cette polyphonie-là, pour que chacun apporte quelque chose, pour construire cet univers-là. Et c'est le même constat que fait l'auteur au début. Il vous raconte une histoire, l'histoire d'un enfant, l'histoire de Joseph, mais il est pris lui-même dans le fait que ses personnages sont un peu contre ça. Puisque l'histoire qu'il veut raconter le ramène toujours à la plage de Figaiol, cette plage de Bastia. Et qu'est-ce qu'il voit sur cette plage? Il voit ses ancêtres. Et les ancêtres ont dit, on est bien d'accord pour que tu racontes ton histoire, mais on veut en être. Et donc, à partir de ça, il y a deux histoires qui se racontent et qui se croisent. Et donc, voilà, chacun a sa voix, chacun apporte sa pierre à l'édifice avec ses différences, avec sa temporalité différente, avec la vue au-delà de la mort, avec des choses différentes. Ma mort a un don particulier aussi, qui fait partie de son secret. Et donc, au fur et à mesure que le roman se construit, on peut être perdu au départ. Si on est perdu à la fin, c'est que j'ai mal fait mon travail. Mais ce que je demande au lecteur, c'est comme un sas au départ, et de me faire confiance. Je vous jure qu'à la fin, progressivement, on s'y retrouve. Mais au début, il faut juste me faire confiance. Parce qu'il est construit avec une mécanique assez précise, même si c'était le foutoir au début quand je l'ai écrit. Mais je pense qu'au final, j'arrive à faire un objet fini. Donc c'est déjà pas mal. Je confirme, c'est un objet bien fini. Et puis à la fin, personnellement, en tant que lecteur, j'ai parfaitement retrouvé tous mes petits à la fin. Donc c'est très bien. Merci. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est dans ces quêtes de vérité ou ces quêtes de soi qui sont. Mais c'est vrai parce que votre écriture sont à la fois très similaires et très différentes par ailleurs. Il y a toujours ce qui est un peu, je dirais, scande un peu vos narrations et la quête de vos personnages, c'est une forme d'effraction. C'est-à-dire que Mélissa et Joseph rentrent dans des milieux sociaux différents pour Mélissa, dans des appartements, notamment celui d'Anna et François, Monsieur Paul ensuite, dans des univers différents, dans leur quête initiatique. Et il y a l'idée un peu d'une effraction, puisque à chaque fois, il y a la question un peu de la légitimité. Suis-je bien à ma place dans ce nouvel endroit? Suis-je bien à ma place légitime dans cette quête que je mène? Et c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée en filigrane de la peur d'être une imposture qui réellement, est vraiment la lame de fond de ces deux trajectoires de vos héros. Surtout peut-être d'abord aussi le plus visible, bien sûr pour Joseph, mais aussi c'est aussi Mélissa qui est vraiment le syndrome de l'imposteur. Oui, de l'imposteur. Mais en fait, quand on parle de ce sentiment autour de soi, c'est très très partagé. Il y a énormément de gens qui se sentent illégitimes ou dans une forme d'imposture, mais tout le monde le cache parce que la société nous impose vraiment de jouer le jeu, de donner le change. Mais en fait, ça met une pression terrible sur énormément, je pense, de vie et du coup de choix qui sont peut-être pas les bons. Et ça me frappe particulièrement, et c'est un peu de ça qu'est né le livre, chez les jeunes en ce moment, quoi. Parce qu'il y a à la fois de moins en moins justement de chemins tout tracés. On voit énormément de jeunes qui font telle ou telle étude et qui ensuite bifurquent complètement, ont besoin de tout envoyer, enfin de tout exploser, de tout casser pour se trouver. Il y a peu de filières assez sûres, tout a un peu explosé. Puis il y a eu, quand j'ai écrit le livre, c'était pas encore le cas, mais il y a eu cette pandémie qui est venue ajouter à la fois une sorte de contention et un manque d'horizon, de possibilité d'espérer, d'avoir foi en l'avenir.
Donc c'est très écrasant et ça produit, je pense, ce sentiment d'avoir à s'accommoder d'un chemin qui n'est pas le bon. Et il faut ou il faut un accident de vie comme dans le parcours de Mélissa, ou beaucoup de courage pour à un moment donné se dire je redistribue les cartes, je change complètement. Et le mouvement, et c'est un des sujets du livre aussi, le déplacement, le voyage, la rencontre de l'autre peut permettre ça. Tout à fait, mais ce qui est totalement marquant, et c'est même au sens physique du terme, lorsque elle rencontre un Américain, Ryan, et qu'il lui promet plus ou moins que sa porte sera toujours ouverte, sauf que un jour, littéralement, elle débarque devant sa porte. Et là, pour le coup, la question de l'effraction, parce qu'on sait qu'il aura un rôle décisif ensuite dans son parcours, là au sens propre, l'effraction réellement alimente et nourrit ça. Alors là, je pense qu'il y a autre chose qui intervient. Malgré justement son sentiment d'imposture, le fait d'être à l'étranger, donc d'avoir la possibilité de se réinventer totalement, y compris en s'exprimant dans une autre langue, fait qu'elle s'autorise des choses qu'elle n'aurait jamais faites chez elle, enfin en France. Donc c'est intéressant aussi pour ça. C'est une chance de saisir cette occasion parce que en l'occurrence ça lui permet de traverser les États-Unis où elle se trouve, de passer d'une rive à l'autre, et d'aller à la rencontre de son destin, puisque c'est à la suite de ça qu'elle fera la rencontre décisive. Alors c'est très différent, la conversion est très différente dans votre cas, puisque Joseph, ça reste chez lui. Et il essaie de rentrer, non pas presque par effraction, mais on voit très bien que l'accueil est relativement tempéré, disons, de la part de son oncle et de sa tante, surtout qui est là, Anna, sa grande-tante. Mais il y a quand même ce sentiment de malaise et d'illégitimité, alors même que c'est l'un des objets qu'il va trouver d'ailleurs dans cet appartement qui va être décisif pour la suite. Oui, alors si vous parlez de l'anneau, il ne se trouve pas dans l'appartement de François et d'Anna. Mais oui, bon, déjà, il y a de l'effraction, parce que c'est un premier roman, donc forcément, c'est déjà une effraction. Parce que c'est, surtout quand on l'écrit à 40 ans passés, voilà, c'est comme forcer la porte qu'on avait soi-même fermée. Et donc voilà, l'image est toujours là dans le roman. Même aujourd'hui, le fait d'être là sur une estrade, j'ai l'impression d'être un cambrioleur. Surtout dans ce cadre. Je gère une caserne à Bastia avec l'encadrement du centre et tout ça. Je parle de moyens d'incendie le matin. J'arrive ici et j'ai des discussions avec Carole Zalberg, avec Pierre Assouline. Voilà. Donc c'est déjà une effraction pour moi. Et ensuite, pour ce qui est du roman, oui, bien sûr, mais la dramaturgie, les mécanismes traditionnels de la dramaturgie incitent à l'effraction. Le mécanisme de base, c'est quoi? C'est un personnage qui a un objectif. On va lui donner, bien sûr, un obstacle, et ça va créer le sentiment le plus commun à toute l'humanité, celui que vous vivez tous chaque jour, plusieurs fois par jour. Le sentiment qui est créé par ce schéma-là, c'est la frustration. Je veux cette voiture, elle est trop chère pour moi, frustration. J'aime cette femme, elle ne m'aime pas, frustration. C'est un sentiment commun, tout le temps. Et par rapport à ça, on est obligé de se dépasser. Dans le roman, en tout cas, sinon on reste dans son coin, l'histoire est finie. Là, non. L'objectif est tellement fort, et l'objectif est d'autant plus fort que cet obstacle vient du personnage lui-même. Généralement, c'est les personnages qui portent en eux-mêmes l'obstacle, à leur propre volonté, qui sont les plus puissants. Prenez par exemple Cyrano de Bergerac. L'obstacle de Cyrano, ce n'est pas sa laideur, c'est le manque de confiance en lui par rapport à cette laideur. Et ce qui le rend grandiose, et c'est le dépassement qu'il n'arrive pas à faire, peut-être à la fin, en mourant, avec sa poutre sur la tête. Mais voilà, c'est ça, il y a toujours cette idée de dépassement. Après, il y a un dépassement géographique. Quand on rentre justement dans ces appartements, on va vers l'inconnu, selon comment on rentre. Parce que certaines fois, on va quasiment nous donner la clé, par rapport au don, elle va venir d'elle-même. Mais des fois, on est obligé d'user de subterfuges. Et aussi, il y a une autre effraction qui, elle, est carrément littéraire.
cette effraction littéraire, elle est dans la construction de certains personnages. Je pense notamment à Luigi. Luigi est un personnage du roman qui n'est véritablement pas traditionnel, parce que dans le roman eux-mêmes, les autres personnages l'identifient comme étant différente. Joseph, et même Jackie d'ailleurs, dans ce passage dit « c'est pas normal, elle n'est pas comme les autres, même Mamo, c'est un personnage de papier. » Donc c'est un personnage vraiment littéraire. Et les autres le reconnaissent comme ne faisant presque pas partie du roman, comme une anomalie. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Jackie, qui a un talent particulier par rapport au son, par rapport à la voix, va la reconnaître, va dire, elle va entendre que ces mots ne sont pas normaux, comme si c'était les mots répétés d'un magnétophone, quelque chose de vraiment anormal. Donc, et voilà, c'est vraiment l'irruption d'un personnage de papier. Il y a une anecdote qui est particulière avec le personnage de Luigi, c'est que j'ignorais totalement. Luigi, c'est une femme d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui vit dans un appartement à Bastia et qui n'a plus du tout de mémoire de ce qu'elle est réellement. Elle sait juste qu'elle a un père qui l'aime beaucoup et qui l'a placé là. Le père, c'est l'auteur. On va le découvrir, on le découvre dans le chapitre. Mais c'est un personnage complètement inventé et qui est à part dans le roman. Et par la suite, c'est rigolo parce que je l'attaque en disant on l'avait appelé Luigi, un curieux prénom, quand elle cherchait encore la lumière promise. Et quelques temps après, j'ai appris que la fille... Ah mais non, c'est fou, maintenant j'ai un trou de mémoire, c'est magique, comme Luigi d'ailleurs, d'un grand auteur célèbre, maintenant j'ai oublié le nom bien sûr, c'est le Trac. Il avait une fille qu'il appelait Luigi par rapport justement à la lumière, et cette fille, très tôt, on l'a diagnostiquée comme bipolaire, et à l'époque on rigolait pas avec ça, et il a placé comme ça l'isolement, et ça reprenait trait pour trait l'histoire de Luigi dans le roman. C'est un auteur actuel ou Ah non, mais ça va me revenir d'ici. Tu vas parler. On espère. Minutes, ça va me revenir. Peut-être que quelqu'un dans la salle a deviné, je sais pas. Ça va me revenir très vite. Non, ça me fait sourire parce qu'on a tous les deux énormément de trous de mémoire, et notamment avec les noms, donc on a passé notre temps à essayer de retrouver les noms qu'on cherche. Enfin bref. C'est intérêt à retrouver. Donc c'était la fille de James Joyce. Ah oui. Luigi, qui a été internée suite à des problèmes comme ça, de ce qu'ils appelaient à l'époque, pas bipolarité, ils n'appelaient pas comme ça, comme ils appelaient ça. Oh, à l'époque, non, on était beaucoup moins médicaux, hein. C'était, comment on disait déjà? On le soignait avec des électrochocs à l'époque. Voyez. Et donc on l'a internée, elle est morte à l'asile, son père lui rendait visite jusqu'à sa mort, quoi. Et c'est assez étrange de l'avoir appelé Luigi et de lui avoir fait vivre, malgré moi, le même traitement dans mon roman. D'ailleurs, je m'en excuse dans le roman. Parce que, voilà. Et tu penses pas que tu avais croisé cette histoire Non, je suis quasiment sûr que non. Non. Et donc tu as un don. C'est une vie en plus très particulière, la fille Luigi, hein, la fille de James Joyce, parce qu'elle avait un talent inné pour la danse. Elle était déjà reconnue pour ça. Il y a des clichés de cette fille qui est magnifique, en train de danser, et c'est vraiment particulier. Surtout que dans le roman, il y a vraiment quelque chose de particulier par rapport aux photos. Puisqu'à un moment donné, un de mes personnages, c'est une photo. Je fais parler une photo, tout un chapitre, qui voit le monde à travers les yeux de cette photographie. Et la photo bouge, parce que la photo est amenée à bouger. Et donc, par rapport à ça, il y a des péripéties particulières. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire de rupture vraiment linéaire, mais dans tout ce que je pouvais casser, dans la linéarité du temps, des personnages, de la gestion. Voilà, c'était un premier roman. J'ai dit, bon, je vais essayer de viser haut, parce qu'au pire, je finis à la moitié du chemin, mais il y aurait une source à l'ombre. Hein. Voilà, je serais bien. Ben voilà, vous avez parlé de l'ombre, c'est une très belle transition, parce que vos deux titres sont relativement similaires, parce que c'est De nos ombres et des ombres sur les talons. Et dans ces deux ouvrages, il y a vraiment la question des ombres, des fantômes, souvent, qui hantent vos deux personnages. Et finalement, les ombres et les fantômes deviennent des personnages à part entière. Je pense notamment à Mehdi, pour Mélissa. Mehdi qui hante constamment Mélissa presque jusqu'à la fin de l'histoire, constamment, à chaque occasion de vie, le visage de cet enfant revient systématiquement. On peut
peut-être expliquer de quoi il s'agit, parce qu'en fait, on le sait dès le début du roman. En fait, Mélissa, dans ses égarements, s'entiche d'une espèce de gourou de pacotille qui est une sorte de concentré de raciste, xénophobe, mais qui en fait n'est animé que par des frustrations, justement, par des sentiments très très personnels, qui n'a pas de réelle conviction et qui est dans une lutte par rapport à son jumeau qui lui est très solaire, et donc ces deux hommes se lancent en politique et se servent des médias pour donner de l'ampleur à leur mouvement. Enfin, ce sont vraiment des créatures du type d'émission qu'on voit se multiplier aujourd'hui, de cette façon nouvelle de communiquer, de faire de la politique. Et donc, au moment où elle est dans cet égarement professionnel, elle tombe entre les pattes de ce gourou qui lui donne l'impression qu'elle est désirée, qu'elle est reconnue, et tout, malgré son éducation, son intelligence, et le fait qu'au départ, ces théories ne sont absolument pas convaincantes pour elle, et même la heurtent, elle est un peu sous emprise. Mais vraiment, ça m'intéressait de travailler la question du corps et du désir, et même en politique, parce que je pense que ça intervient vraiment énormément. Et en fait, une des conséquences de cet engagement, qui n'en est pas réellement un du point de vue des idées, c'est et là je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la mort d'un tout petit dans les bras de sa mère, qui est une réfugiée qui cherche à gagner un hébergement d'urgence, et que des manifestants, dont Mélissa, empêchent d'accéder à cet hébergement. Donc, elle est responsable indirectement de cette mort absolument terrible, et elle est effectivement hantée par Mehdi. Mais petit à petit, cette ombre, cette faute qui la poursuit, va se transformer Mehdi devient presque un ange gardien, parce que c'est ce qui lui donne l'élan, c'est ce qui la met finalement sur la bonne voie dans la nouvelle partie de son existence, et donc de quelque chose qui est tragique, dramatique, d'une rupture, entre autres, va naître de la lumière et une plus grande connexion avec ce qu'elle est profondément. De votre côté aussi, il y a bien des ombres et des fantômes, surtout dans la trajectoire de Joseph et de sa famille, qui décèlent et qui découvrent progressivement, et qui finalement, presque progressivement, il s'enrichit paradoxalement un peu de ces différents fantômes secrets, progressivement, et c'est une manière aussi pour lui, on a vraiment senti là de grandir aussi et faire ce passage de l'enfance à l'adolescence aussi. Le traitement des ombres, dans le titre de nos ombres, les ombres ont le mot à plusieurs sens, et tous quasiment sont utilisés dans le roman. Les ombres du roman, ce sont on me posait la question l'autre jour, c'est la fugacité des ombres sur les murs, sur nos murs de pierre. C'est-à-dire qu'on est là et d'un coup on n'y est plus. Il y a ces ombres qui passent, et la seule chose qui reste de nous, en fait, que ce soit, il reste des photographies, mais les photographies on les perd, on les détruit, on les égare. Et ce qui reste de nous, en fait, c'est les histoires qui sont racontées, qui passent de bouche en bouche. Et donc il y avait ces ombres-là déjà. Après, il y a un autre type d'ombre qui est traité vraiment dans l'histoire de Joseph. C'est ces ombres qui sont toujours autour de nous et qui reviennent sans qu'on y prenne garde. Et c'est des ombres qui reviennent du passé, qui sont très dangereuses, notamment. Là, on a eu l'exemple la nuit dernière aux États-Unis avec la Cour suprême qui a rétabli presque, enfin, qui empêche le droit à l'avortement normal dans certains États. Enfin, certains États vont s'en emparer pour l'abolir. C'est aussi ce qui s'est passé en Ukraine. Et ce qui est étonnant à chaque fois, c'est notre sidération devant
le retour de ces ombres-là, de ces ombres politiques. La sidération de se dire, tiens, ça arrive en une nuit, alors que c'est faux. Il y a véritablement quelque chose de pas normal dans notre comportement, d'être sidéré par l'opiniâtreté du mal. De se dire, le moulin s'effondre en un instant, alors que ça fait des années qu'on entendait les rats qui grignotaient les poutres. Et ça, c'est pas normal. Ça ne devrait pas arriver. D'avoir les loups à nos portes comme ça, en permanence, et de les voir avoir des victoires comme ça, ce n'est pas normal. C'est traité dans l'histoire de Joseph, dans le roman. Je ne peux pas en dire plus sans dévoiler véritablement quel est le secret de Joseph. Mais ça, c'est pas normal. Ça, comment dire, il y a quelque chose qui est de notre, qui est de l'ordre de notre culpabilité. Voilà, on laisse faire certaines choses, on laisse progresser. Il y a quelques années, il y avait Pascal Manoukian, qui était le directeur de l'agence CAPA, qui nous avait expliqué que pendant les événements d'ex-Yougoslavie, il était rentré dans des maisons où la table était encore dressée, où les parties d'échecs étaient encore sur les échiquiers, que les gens s'étaient laissés surprendre, s'étaient laissés happer. Et nous, en plus, en tant que petite communauté on devrait être d'autant plus attentif à ça. Ce qui arrive aux Ukrainiens, ce qui arrive aux Juifs, peut très bien nous arriver, ce qui est arrivé aux Croates, aux Serbes, peut très bien nous arriver demain. Et les ombres, c'est ça aussi. C'est de savoir regarder, de savoir qui on est, de savoir quelles valeurs on veut défendre. C'est ce qui arrive à Joseph aussi. Et il faut ouvrir les yeux, quoi. Et c'est aussi l'histoire du roman, d'apprendre à ouvrir les yeux. Non, la lucidité demande énormément de courage. Donc, quand tu dis que c'est pas normal, certes, mais c'est en même temps profondément humain, puisque ça se répète à travers l'histoire et en permanence, en dépit de tout ce qu'on sait, de toutes les leçons qu'on pourrait tirer du passé. Donc, c'est qu'il y a quelque chose un certain nombre de musiques, et j'ai laissé remonter les souvenirs que ça évoquait, et finalement le livre s'est construit comme ça. Je l'ai ensuite réorganisé parce que une forme de narration s'est imposée, qui m'a moi-même un peu prise de court, parce que ça a finalement révélé une forme presque d'obsession, et tout ensuite s'articule autour de ça. Mais bien sûr que du coup, on retrouve beaucoup de choses qui composent et le personnage de Mélissa et d'autres personnages de mes romans. Et là encore, ça se termine en Corse. Donc, On sort. Alors moi, j'ai repris l'écriture il n'y a pas longtemps, parce que déjà, j'ai un peu été victime du fait que ça a été un peu miraculeux. Puisque c'était mon premier manuscrit, et c'était le premier éditeur auquel je l'avais envoyé qui m'a publié. C'est Joël Losfeld qui a la première reçu le manuscrit et qui a décidé de me publier sans que j'ai même à envoyer un autre éditeur, parce qu'elle avait apprécié un article que j'avais écrit sur Des jours sans fin de Sébastien Barry, et qu'elle m'avait dit que si j'écrivais quelque chose, je lui envoyais, et le fait est, c'est qu'elle a aimé et qu'elle m'a publié. Donc quand on a cette première marche un peu facile, on a l'impression que tout va être facile derrière. Sauf que, pour en avoir discuté, on en discutait tout à l'heure avec Richard Morgiev, on pense que parce qu'on en a écrit un, on a la formule pour écrire le second. Sauf que celui que j'ai l'intention d'écrire est tellement différent de celui-ci. C'est un défi à moi-même par rapport à un livre qui avait eu du succès, un livre policier que j'avais pas du tout aimé. Et je m'étais dit, moi, si j'en écrivais un, je ne ferais pas du tout comme ça. Alors c'est prétentieux, bien sûr. Mais voilà, donc tout change dans celui-ci. Bien sûr, ce n'est pas en Corse. Là, dans celui-ci, il y a des phrases qui sont des périodes qui font plus d'une page pour certaines. Dans le second, certains chapitres font moins d'une page. Voilà, donc, autant il y a un sas, peut-être, selon les personnes, pour rentrer dans le roman, autant dans le second, si vous
n'êtes pas pris au bout d'une page et demie, c'est que j'ai loupé mon effet et que vous pouvez reposer le livre. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et en plus, il y a des raisons professionnelles, puisque maintenant, depuis que je suis officier sapeur-pompier, j'ai été amené à prendre des fonctions qui ne me laissaient pas trop de temps. Là, je suis de retour à Bastia, à l'endroit que j'aime, avec les gens que j'aime. Et donc par rapport à ça, j'ai un regain de créativité, je crois. Donc faut que je me booste un peu, mais ça devrait bien se passer d'ici quelques temps. Tu as déjà un titre ou pas du tout? J'ai déjà un titre. On guette, du coup, qu'on guette la sortie. Ouais, peut-être ça sera pas Jean-Marc Graziani, l'auteur. Enfin, sur la couverture. Sur la couverture, peut-être ça sera pas Jean-Marc Graziani. Voilà. Ouais. Vous nous intriguez en tout cas. Ouais, j'espère. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci Carole Salberg. Merci Jean-Marc Graziani. Merci à vous. Pour ces deux livres, De nos ombres et Tes ombres sur les talons. Et s'il y a des questions pour la salle, nous les prenons bien volontiers. Merci. Bonjour, moi je voudrais savoir pour Jean-Marc Graziani, comment est arrivé le processus de l'écriture, puisque vous nous avez expliqué que vous avez commencé à écrire très tardivement. Pourquoi vous n'avez pas écrit plus tôt? Parce que je suis un fainéant. Je crois que c'est ça en fait. Non, je crois que c'est les aléas de la vie. J'ai fait des études d'histoire jusqu'en première année de thèse. J'ai arrêté à la naissance de mon fils parce qu'il fallait bien travailler. J'ai épousé la carrière de sapeur-pompier parce que j'avais vécu dans ce milieu, parce qu'il y avait une opportunité, il y avait un concours, et que j'ai aimé faire ce métier, que j'aime encore le faire. Et que j'ai toujours eu plus ou moins des facilités pour ça. Sans trop forcer. Et sauf que pour écrire un roman, les facilités, ça suffit pas. C'est de la sueur, un roman, mais véritablement. Et au-delà de la sueur, c'est de la confiance en soi. Et ça, c'est dur, c'est le plus dur à avoir. Je lisais récemment un journal d'écriture de Steinbeck, qui est un monstre, juste un monstre littéraire, et qui dit c'est entre des souris et des hommes et les raisins de la colère, alors qu'ils viennent d'avoir un succès monumental, et qui dit ils vont s'apercevoir que je suis nul. Et ça, c'est terrible. Alors quand on n'est pas Steinbeck, et quand on n'a rien écrit avant, arriver à avoir assez de confiance pour réussir à coucher ça sur le papier et l'envoyer à un éditeur, il y a des gens qui peuvent le faire. Moi, j'ai ce côté un peu bergognose qu'on a chez nous, qui est un obstacle interne, comme pour les personnages. Et moi, ça a été dur par rapport à ça. Et voilà, je crois que c'est ça. C'est vraiment une question d'opportunité, de confiance en soi. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Vous savez, certaines personnes trouvent la clé au bon moment, et à partir de ça, ils ont juste à suivre le chemin, ou sinon, des fois, ils ont des aléas. Comme ça, c'est la vie, elle est comme ça, il faut l'accepter, je crois. Mais est-ce que l'envie d'écrire était très antérieure au passage à l'acte, entre guillemets? Ouais. J'écrivais très jeune, j'ai écrit de la poésie. Alors ça, vous ne la lirez jamais. Voilà. Ça, non, faut pas. Bon, pourquoi que j'étais assez content de certains poèmes, mais vous ne les lirez pas quand même. Mais voilà, oui, c'était très ancien. Et je vous dis, à certains moments de ma vie, quand j'ai dû écrire... le livre finit enfin presque le chapitre avant se trouve à Canary, où le secret du livre sera révélé. Et mon grand-père était mineur à Canary, et j'ai dû écrire quand j'avais 17 ans une lettre justement pour évoquer son souvenir au moment du procès de l'amiante, vous savez. Et la seule lettre qui avait été lue à l'époque, c'était celle-ci, celle que j'avais écrite. Et donc j'ai toujours eu plus ou moins quelque chose qui va bien, quoi. Je ne saurais pas le définir. Je sais que ça, en général, ça plaisait aux gens. Alors j'avais toujours cette confiance parce que j'avais toujours des retours assez satisfaisants, même si j'étais en lettres sup, et la lettre sup, c'est peut-être pour ça, vous voyez, que j'ai mis tant de temps ensuite à écrire. Parce qu'en lettres sup, je suis tombé sur des professeurs qui étaient sûrement très bons, mais qui n'étaient pas en phase avec moi, et qui ont
ouais, ça paie ma confiance en moi. C'est peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps. Voilà. Merci. De rien. Bonjour. Pourquoi ou pour qui écrivez-vous? Pour moi d'abord, en fait. En ce qui me concerne, c'est d'abord pour moi parce que c'est totalement illusoire de se poser la question du lecteur quand on écrit, enfin, je trouve. En plus, ça créerait quelque chose de très, très artificiel, en fait, si d'emblée, dans l'écriture, on se demandait comment ça va être reçu et à qui on s'adresse. Donc, il y a d'abord le désir d'écrire, et moi, ça passe d'abord par la forme. Vraiment, moi, je me sens très proche des plasticiens, en fait, dans ma façon d'écrire. Du coup, s'il y a comme ça une envie de tripatouiller la langue, il y a une première phrase peut-être qui me vient, et j'avance comme ça, parfois sans savoir où je vais. Et ensuite, en relisant ou en avançant dans le roman, je peux éventuellement me dire je m'adresse à telle ou telle personne ou à des moments de ma vie. Mais c'est pas une question en fait que je me pose au moment de l'écriture. Après, oui, bien sûr que ça fait plaisir par rapport à ses propres parents. Mes parents sont des lecteurs. J'ai lu énormément chez moi, donc il y a quelque chose aussi de la fierté finalement que ça ait donné de l'écriture et la capacité de publier des romans, mais c'est pas direct en tout cas, c'est pas pour eux que je me suis mise à écrire. C'est un peu pareil. Moi, j'ai écrit pour moi et peut-être pour me prouver quelque chose à moi-même, pour me prouver que j'étais capable déjà de le faire. Et en écrivant, je me suis rendu compte que j'écrivais aussi pour les miens. Et notamment pour Jackie, puisqu'elle est dans le roman, et parce que l'expérience était très fraîche, l'expérience de sa mort et du rapprochement qui s'est passé juste avant, puisque peu de temps avant son décès, j'avais écrit un article pour Musa Nostra qui racontait un peu la carrière de ma tante, et c'était un article qui a été très très difficile à écrire, puisque dans la matière qu'elle m'avait donnée, c'était très très polémique, et comme je la savais malade, je voulais pas qu'il reste ça, et c'était très difficile, et quand l'article a été fini, l'accueil, je le garde pour moi, c'était ce qui s'est passé avec ma tante, on s'est rapprochés par rapport à ça, et ensuite elle a été hospitalisée le surlendemain, elle est morte 3 jours après. L'article est paru donc juste après son décès. Et je me suis rendu compte en fait que j'écrivais aussi pour les miens parce que comme je disais au tout début, ce qui reste, c'est les histoires. Il y a un chapitre notamment dans le livre où je raconte une scène qui se produisait tous les ans avec ma grand-mère, c'est quand on va chercher les vieux albums de photos et qu'on les dispose sur la table et qu'on a toutes ces photos devant nous et qu'on est supposé les classer, mais qu'on les classe jamais. Puisqu'on commence à regarder une photo, on voit un détail, une autre photo, un truc qu'on n'avait pas vu, et puis on raconte les histoires, l'après-midi est passé, on ramasse tout, on met tout dans la malle et on le refera l'année d'après. Alors les photos, ça disparaît, et les histoires, quand on arrive à les partager, et c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir de ce livre, c'est ça, c'est que les histoires, il faut les raconter, et que même pour certaines histoires qui sont cachées, elles trouvent toujours un moyen pour remonter du sol, et c'est à peu près la seule chose qui nous garde. Donc au final, j'ai écrit aussi pour les miens. Voilà, je crois me souvenir autour de moi que beaucoup de gens sont souvent surpris ou déçus de la fin d'un livre. C'est peut-être pas vrai pour certains d'entre vous.
Excusez-moi, je recommence. J'ai l'impression que c'est très très fort. Ici, on entend très bien, mais... On me dit qu'on n'entend rien, alors je vais parler très fort. Bien, on Vous entend entendez? bien, pardon. Bon, voilà, autour de moi, j'ai cru remarquer que les gens étaient souvent, on disait souvent qu'on était surpris ou déçus de la fin d'un livre. C'est peut-être pas vrai pour certains d'entre vous, nombreux d'entre vous. Enfin, c'est ce que je retiens. Je voulais savoir si vous aviez du mal à trouver la fin de votre roman. Non, non, parce qu'en fait la fin s'impose. Moi, très souvent, en plus, mes romans commencent plus ou moins par la fin, dans le sens où il se passe quelque chose et ensuite je refais tout le chemin qui va mener à cet événement. Vraiment, très très souvent, ça doit être ma tournure d'esprit ou la façon dont mon imaginaire fonctionne. Ce qui fait que mécaniquement, presque, il y a un moment où j'arrive, où la boucle est bouclée et donc je sais que c'est la fin. Et puis, au-delà de ça, il y a une intuition qui dicte qu'à ce moment-là, il faut. C'est comme si on faisait un pas en arrière et qu'on laissait. Moi, j'aime bien les fins un peu ouvertes. C'est pas forcément quelque chose comme une porte qu'on referme, au contraire. Et ouais, ça s'impose en fait assez facilement. Et j'aurais beaucoup de mal à aller au-delà. Si un éditeur, par exemple, me disait, mais non. Faut développer encore, je pense que j'en serais vraiment incapable. Donc pour la fin, après il faut arriver à considérer ce qu'on écrit. Il y a des types de romans, des romans de genre, ou même des nouvelles, où la fin revêt une importance capitale. Je crois que c'est Edgar Poe qui parlait de la nouvelle qui était comme une pente douce, où chaque mot devait être dans la bonne direction, dans la bonne inclinaison pour amener le lecteur vers la fin, vers la chute en général. Pour un roman, c'est quand même assez différent. Après, moi, dans ce roman-ci, il s'est passé à peu près à la moitié du roman, à la moitié du temps, où les choses se sont vraiment imbriquées. Zadie Smith, l'écrivaine anglaise, parle d'une sorte de pensée magique à un certain moment du roman où vous appelez votre éditeur pour avancer la date parce que ça y est, vous savez où vous voulez aller et que vous avez peur que votre sujet, si on attend trop, quelqu'un d'autre va s'en emparer. L'intérêt va s'étioler, les choses comme ça. J'ai vécu une sorte de choses comme ça, où ça partait vraiment dans tous les sens, et à un certain moment, sans que vous sachiez vraiment trop pourquoi, tout s'imbrique jusqu'à la fin. Et même au-delà même de ça, vous trouvez des correspondances en écrivant les chapitres qui trouvent une certaine logique. Vous trouvez des choses bien meilleures que celles que vous avez pensées au départ. Ouais, je pense et ensuite, anticiper sur la fin pour en faire quelque chose. Certains y arrivent, certains ont des plans vraiment très 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 précis, mais c'est des machines de guerre. Moi, ça bribe considérablement mon imagination. Voilà, c'est sensibilité, je pense. Voilà, moi, j'ai pas celle de bâtisseur. Enfin, pas dans ce sens. Très bien. Alors moi, bon, j'ai pas de micro, donc je vais a cappella. Non, mais merci à tous. Merci Carole Zellberg. Merci Jean-Marc Gradian. Merci à vous le public d'être toujours là, fidèles. Et puis nous tournons vers une deuxième rencontre littéraire qui sera imminente.